Je vais vous faire donc du coup un retour d'expérience assez concret sur l'utilisation d'Angular dans un développement mobile. Alors pour information et en introduction, la conf est filmée et retransmise actuellement en direct sur Dailymotion. Donc c'est pour votre information générale. Dès que vous avez des questions, et n'hésitez pas à en poser, il y a un petit micro dans lequel il faut parler. A priori, il faut bien parler dans le micro. Voilà, donc je le ferai tourner au moment des questions. Alors, pour commencer, je me présente très rapidement. Moi, je suis François Cherpion et je suis le directeur du développement d'Objectif. Ça fait quelques années que je travaille. Et donc, du coup, j'ai rejoint, on dira, Objectif il y a un peu plus d'un an. Voilà. Alors, on va commencer par une petite vidéo qui va vous présenter le cas d'utilisation, c'est-à-dire le développement qu'on a fait avec Angular. Vous allez voir, c'est un produit. Je vais vous passer la petite vidéo. Je vous ferai une démo très rapidement du produit, normalement en live. À partir de ça, on vous fera le retour d'expérience sur ce cas-là, sur ce cas concret-là, et puis on essaiera d'étendre un peu plus largement. Ok, c'est parti. Alors, la vidéo, elle date de 4h30 ce matin. En tant que top manager, vous devez gérer conjointement plusieurs équipes sur différents projets. L'application de Tribes vous donne des possibilités innovantes pour fédérer, animer et dynamiser vos communautés où que vous soyez. Intuitive, modulable et personnalisable, elle vous permet d'être à la pointe de la gestion d'équipe au sein de votre entreprise ou chez vos clients. Sondez vos collaborateurs et collectez leurs opinions de manière simple et instantanée. Partagez vos documents professionnels, vos photos, vos vidéos et donnez de la couleur à la communication interne de votre entreprise. Accédez rapidement aux informations de vos équipes et apprenez à connaître vos interlocuteurs. Soyez plus réactifs et communiquez en temps réel avec les messageries groupées et privées. Sur les réseaux sociaux, suivez l'activité de votre entreprise et faites de la veille concurrentielle. Avec le service personnalisé de Tribes, vous pourrez enrichir votre application avec de nouveaux modules adaptés à vos usages. Donc, comme vous l'avez peut-être saisi dans la vidéo, l'application qu'on a développée, c'est un Mobi social qu'on a initialement développé pour un client et puis qu'on a ensuite étendu, repris, refactorisé pour faire quelque chose de plus évolutif. Son petit nom, c'est Tribes. Alors, l'idée de Tribes, les fondamentaux de Tribes, c'est l'instantanéité, le temps réel et surtout, on est orienté mobile. En fait, je ne devrais pas dire mobile, je devrais dire smart device plus généralement, c'est-à-dire tablette, mobile, et puis ça marche aussi sur le web. Alors, on va vous faire quand même une petite démo pour que vous voyez concrètement que ça marche. Alors, donc là, il y a un petit peu de latence sur le Wi-Fi. Voilà. Hop. Okay. Le principe de Tribes, c'est qu'il y a des communautés, donc il y a des utilisateurs. Ces utilisateurs appartiennent à des communautés. Ces communautés ont des services. Donc ça peut être des services de chat, des services de sondage, des services de fil d'actualité, de flux, de suivi de flux Twitter. Et l'idée, on a construit Tribes pour que ce soit extensible et puis qu'on puisse rajouter des services les uns après les autres, comme la gestion d'événements ou des choses comme ça. On imagine bien que pour faire une application comme ça, on n'est pas juste dans l'application mobile simple d'un seul côté, c'est-à-dire juste sur le téléphone. Il y a une partie téléphone dont on va parler qui a été construite avec Angular, d'où ce retour d'expérience. Et puis il y a toute la partie serveur qui, elle, est construite sur une architecture de service dont on parlera très rapidement. Alors,
J'ai perdu ma souris. Non, elle est là. Donc le principe de Trip, c'est qu'il y a deux communautés. Là, par exemple, on a pris 3 communautés. La communauté des top managers, on voit que j'ai ici des notifications. Donc aussi, chose qu'on a implémentée dans Tribs, c'est des notifications à la fois dans l'application et puis aussi les notifications téléphone standard. Ça, c'est pas anodin parce que ça fait penser qu'il y a quand même du temps réel là-dessus ou de l'instantanéité. Donc comment je fais pour que le téléphone tout de suite reçoive l'information, pas 5 secondes après ou 10 secondes après, mais tout de suite. Donc voilà, ça c'est des petites complexités sur lesquelles je reviendrai en termes d'implémentation. Donc là on voit il y a des notifications. Là on a une barre de service qui a pour vocation à s'étendre en fonction de nous ce qu'on implémentera, et puis aussi en fonction des besoins. Là aussi l'idée ça a été avec Angular d'essayer de construire quelque chose de modulable, modulaire surtout, pas modulable, modulaire, et pouvoir plugger les choses assez facilement et de façon configurable. Alors, je crois que Madame Rivard essaye de me parler. Madame Rivard, elle est là. C'est Nicolas, hein, donc on est vraiment, là on est vraiment en temps réel. Donc je peux voir le profil de Madame Rivard, je peux l'appeler évidemment, et puis je peux chatter avec elle. Hop. Donc là, on va faire un petit voilà, donc là c'est un chat, on peut partager des vidéos, des photos. Voilà, on voit que là il y a une petite vidéo qui a été partagée. Donc là aussi ça nécessite une complexité côté client. Faire un chat, bon, faire un chat temps réel, ok. Et puis comment on architecture ça côté serveur et comment on se plug côté serveur pour que ça fonctionne. Donc ensuite, on a une fonctionnalité, un fil d'actualité, pareil, où on peut poster des informations, on peut pousser des informations à tout le monde. On a toute une gestion des profils utilisateurs. Donc je peux voir mon profil. Voilà, j'ai mes informations, je peux éditer mes informations, changer ma photo. Je peux désactiver ou activer les notifications. Donc il y a un certain nombre de fonctionnalités. Le propos n'est pas de présenter toutes les fonctionnalités, mais c'est déjà de vous faire percevoir un petit peu l'étendue de l'application et l'ensemble des cas qu'on a eu à affronter avec Angular. Voilà. Donc on a eu de la notification, on a eu du temps réel, on a eu des choses un peu graphiques, parce que c'est une application quand même qui doit être facile à utiliser. Et elle a le bon goût d'être multiplateforme. Nicolas est en train de chatter avec un iPhone, et ça c'est un Samsung. Voilà. Donc on a eu dans ce développement-là, et ça va être la base du retour d'expérience, à affronter toutes ces problématiques. Et évidemment, on les a résolues. Et on va vous dire comment. Voilà. Alors, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est enregistré et ce sera disponible ensuite sur le web. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des notes. Je ne sais pas si vous pourrez revoir les vidéos après. Alors, je vais passer rapidement. Donc, on a vu la solution. Je vais revenir très rapidement sur les nouveaux besoins métiers parce que du coup, on est quand même tous obligés de les affronter sur nos applications mobiles d'une façon ou d'une autre. Et puis ensuite, je reviendrai sur comment on a résolu le problème, l'architecture générale, la présentation de la solution technique un peu plus en détail sur chacun des composants, et puis le retour d'expérience, comment on a vécu ce développement, quelles ont été les problématiques, et puis surtout quels ont été les avantages sur l'approche. Alors, effectivement, quand on fait du développement mobile, je dirais presque avec ou sans Angular, mais là, dans notre cas, avec Angular, on se retrouve face à des problématiques jusque-là, dans le monde web, peu rencontrées ou pas rencontrées du tout. Donc la première problématique, c'est le multiplateforme.
ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est multiplateforme web avant tout. C'est-à-dire qu'on conçoit les applications, et c'est ce qu'on a fait ici sur Tribs, on conçoit l'application mobile first, et puis après, on essaye de l'étendre à d'autres plateformes. Du coup, on est confronté à la problématique du responsive et de l'adaptative. Dans Tribs, on a eu effectivement la problématique sur les chats. Là, on a vu la liste des chats de façon verticale parce que c'est un téléphone. Sur mobile, on s'est attaché à avoir une implémentation où finalement, on n'a pas la liste des chats, puis ensuite le chat, mais on a bien sur la gauche la liste de tous les chats et en même temps le chat qui s'affiche. Voilà, donc là, on est dans de l'adaptatif, c'est-à-dire qu'en fonction de mon écran, l'application va devoir s'afficher différemment. Est-ce qu'on fait un site ou une application? Alors là, la question ne se pose pas, mais plus généralement, on peut avoir à se poser la question. Et la conséquence de ça, c'est est-ce que je veux avoir une technologie standard? Si je fais un site et une application, même si elles ont un contenu différent, est-ce que je veux avoir une technologie à peu près commune aux deux? Ou est-ce que je pars sur typiquement du native sur la partie applicative et puis sur une autre technologie sur la partie web? Le offline, évidemment, en mobile, on s'est retrouvé confronté à la problématique de mon téléphone, il ne capte pas le réseau et l'application, elle doit quand même toujours tourner. Donc, il y a le offline montant et le offline descendant. Dans les deux cas, ça pose des problématiques assez différentes. On a eu, alors aujourd'hui c'est assez bien maîtrisé, mais à maîtriser tout ce qui est utilisation des capacités du terminal en tant que tel, l'appareil photo, le GPS et tout ce qui va avec. Le temps réel et l'instantanéité, je l'ai fait voir avec le chat, je l'ai fait voir avec les petites notifications qui arrivent en bas. Comment on résout ces problèmes-là? Et puis, plus particulièrement, les notifications côté téléphone en tant que tel. Donc là, c'est un petit peu les nouveaux besoins, entre guillemets, qu'on a identifiés, sur lesquels on a dû travailler et amener une réponse un peu plus concrète avec la solution. Alors, en termes de solutions, et je vais revenir sur le pourquoi de ces choix-là au fur et à mesure de la présentation. Il y a globalement 3 grandes parties. Alors, la plus simple, je dirais, c'est la partie notification. Aujourd'hui, on s'appuie sur les mécanismes de notification, donc les notifications téléphone, j'entends bien, pas les notifications applicatives. C'est-à-dire pas ce qui se passe dans l'application, mais ce qui se passe bien au niveau du téléphone, là, quand Tribs me dit « vous avez un nouveau message » ou des choses comme ça. Donc là, on s'appuie sur les implémentations standards, Microsoft, Google, Apple. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra voir après. Je n'ai pas pour l'instant axé la présentation spécifiquement là-dessus. Le focus. Donc, côté serveur, on est parti sur un Node.js. Je reviendrai pourquoi. Et puis, on a commencé avec un MongoDB, et puis ensuite on a été sur un MySQL. Et puis, un mix des deux, c'est pas mal. Je vous expliquerai aussi un petit peu le pourquoi du comment. Et puis, on fera un focus assez important sur la partie cliente, où globalement, les 3 technos choisis, c'est Angular, PhoneGap et plus généralement HTML5, qui va de pair avec Angular. Sur les protocoles d'échange, on a finalement 2 modes d'échange. On utilise la partie HTTP, HTTPS, j'aurais même dû rajouter, et puis les WebSockets qui nous permettent de faire ce côté temps réel. Donc c'est vraiment un mix des deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Non. Alors, quand on a commencé le projet, on était un petit peu dans cette situation-là. Comment construire cette application? Alors, ça fait un bout de temps qu'on a des idées assez fortes chez Objectif sur le comment. Mais il y a quand même beaucoup de choix qui ont dû être faits pour cette application, qui était un petit peu particulière quand même, parce qu'elle combinait l'ensemble des besoins que j'ai énumérés au début. Et quand on regarde le marché aujourd'hui, ou les propositions, voilà, c'est un petit peu la situation compliquée dans laquelle on était. Et ça, côté client,
un peu moins côté serveur, mais aussi côté serveur. Alors, du coup, voilà notre chemin de décision. Donc la première question à laquelle on a très vite répondu, c'est est-ce qu'on fait une application ou un site web? Clairement, là, le besoin, c'était de faire une application pour des questions d'utilisation en tant que telle. Ce n'était pas un site accessible ou à référencer avec Google, etc. On avait vraiment besoin d'une application déployée dans un store, soit un store d'entreprise, soit un store public. Et clairement, on avait besoin que ce soit déployable. Donc là, la première réponse à la question, ça a été on fait une application. Ça n'a pas pris longtemps, on a répondu à la question, facile. Deuxième question à laquelle on a dû se confronter, est-ce qu'on fait du natif ou de l'HTML5? Alors là, ça pose un peu plus de questions. Clairement, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il faut faire de l'HTML5. Et on le voit bien aujourd'hui que les choses sont en train d'avancer vers l'HTML5. On voit par exemple Microsoft. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les dernières évolutions des plateformes Microsoft. Mais aujourd'hui, ils embarquent beaucoup de développement autour du JavaScript, de l'HTML, des choses comme ça. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'on a la compétence HTML5 chez Objectif. Donc c'était quand même plus facile. Ça a été plus facile aussi d'embarquer des gens qui n'avaient pas forcément une grosse compétence Angular tout de suite, mais qui connaissaient l'HTML. Alors que du natif, n'importe qui ne peut pas faire du natif. Donc on est parti sur de l'HTML5, JavaScript, CSS. Ensuite, on s'est posé la question PhoneGap ou Accelerator. Je reviendrai un petit peu plus loin. Je vous donne tout de suite la réponse à la question et je l'ai donnée juste avant. On est parti sur PhoneGap. Et puis ensuite, la question fatidique, on s'est dit, OK, on est en HTML5, on fait du PhoneGap. On a plein de besoins un peu spécifiques, du genre, faut que ça marche en asynchrone, en connecté, déconnecté. On a une vraie application côté client. C'est un vrai applicatif. C'est pas juste on affiche du contenu qui arrive du serveur, on a vraiment de la logique côté client. Donc là, on ne pouvait pas juste se permettre d'utiliser un bout de jQuery. Là, on avait besoin d'un vrai MVC. Donc là, on a dû se poser la question Angular, j'ai oublié le J, AngularJS, Backbone ou Ember. Vous imaginez que la réponse, je pense que ce soit AngularJS, c'est pour ça qu'on est là. Ensuite, on a dû se poser la question est-ce qu'on utilise les sockets ou pas et comment on les utilise. Alors ça a plutôt drivé notre choix côté serveur. Pas tellement côté client, mais côté serveur. Et je reviendrai dans les slides suivants. Et puis ensuite, une fois qu'on a décidé tout ça côté client, on a dû se poser la question est-ce qu'on va en J2E ou est-ce qu'on va en Node.js? Et est-ce qu'on va en MongoDB ou est-ce qu'on va en MySQL? OK? Donc ça, c'est finalement notre cheminement par rapport au grand tableau de tout à l'heure. C'est notre cheminement pour arriver à Tribs et à la conception de Tribs. Alors, on va commencer par le côté serveur. Côté serveur, donc première question, J2E versus Node.js. Les deux plateformes permettent d'adresser des gros volumes. Les deux plateformes sont scalables. La grosse différence qu'on a identifiée à ce moment-là, c'est que J2E ne permettait pas de supporter les WebSockets en mode dégradé. Alors, ça veut dire quoi? J'ai un téléphone qui est capable de travailler avec des WebSockets. Très bien, mon application, elle fonctionne. Si maintenant j'ai un navigateur ou un téléphone qui ne sait pas travailler en WebSocket, il faut lui proposer il faut que l'application fonctionne toujours. Et donc, il faut que je fasse du pooling. Et donc, ça, il faut aussi que le serveur soit capable de le proposer. Au moment où on a développé Tribs, commencé à développer Tribs, clairement, ça a été un des éléments clés de choix, en plus de tout le reste, c'est-à-dire est-ce que c'est scalable, est-ce que ça tient la charge, enfin, est-ce que c'est bien architecturé, est-ce qu'on a les compétences pour le faire, etc., etc. Mais l'élément différenciant qui a été entre Node.js et J2E, c'est qu'on n'avait pas de support dégradé des sockets et que du coup, on ne pouvait pas répondre à la question du temps réel.
puisque c'est les sockets qui nous aident à faire du temps réel, les notifications dans les applications, les parties de chat, etc. Donc le choix s'est porté sur Node.js. Aujourd'hui, et vu l'évolution, on pourrait très bien imaginer réimplémenter la partie serveur en J2E, sans d'ailleurs avoir à toucher la partie client. Et on n'a pas non plus fait le choix, alors je ne l'ai pas mis dans la grille de choix volontairement, parce qu'on s'est que très rapidement posé la question, mais il y a des solutions Java aujourd'hui, comme Vertix, qui pourraient ressembler à Node.js. Le choix de Node.js, il a été aussi fait parce que Node.js a beaucoup de facilité par rapport à la gestion du front. Donc toute la partie échange avec le front, et c'est avant tout un serveur orienté JavaScript, et donc qui permet, lui, finalement, d'attaquer un MongoDB et très simplement récupérer quelque chose qui a à peu près la tête d'un JSON et de le repasser en JSON de l'autre côté. Donc tout ça, ça a été des facilités. Clairement, aujourd'hui, on pourrait imaginer repartir sur une solution J2E. Et la petite phrase en bas qui est importante, c'est qu'on aurait même pu imaginer, alors nous, ça ne s'appliquait pas au regard de la taille, mais on aurait très bien pu imaginer une combinaison entre des web services écrits en J2E et puis une partie plus front écrite en Node.js. Donc gérer nos WebSockets en Node.js et puis une partie service implémentée en J2E. Nous, on n'avait pas de service existant au moment où on a développé l'application. Effectivement, si on avait eu des services existants, on aurait très bien pu combiner les deux. Et ça aurait un peu complexifié le produit, ce qui n'avait pas d'utilité à ce moment-là. Alors, une fois qu'on a choisi Node.js, le deuxième élément qu'on a dû choisir, c'est la partie base de données. Alors, la partie base de données, le choix, il a été fait en 2 temps. Enfin, on a fait 2 choix consécutifs, en fait. Le premier choix, on est d'abord parti sur MongoDB, parce que la solution initiale qu'on a développée, qui n'est pas Trips dans sa forme telle que je vous l'ai présentée, était un peu plus simple. Et donc, il n'y avait pas, par exemple, la notion de communauté, d'utilisateur. Un utilisateur appartient à plusieurs communautés, une communauté a plusieurs modules. Ensuite, un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Enfin voilà, juste dans l'expression de ça, on sent bien qu'il y a du relationnel entre les données. Et très vite, quand on a rajouté des fonctionnalités les unes après les autres, on s'est retrouvé confronté avec MongoDB à quelque chose d'extrêmement compliqué, voire même, dans certains cas, à la limite de l'impossible. Rien n'est impossible, mais on était vraiment sur des choses assez compliquées. Et quand on est, clairement, là, la conclusion aujourd'hui, c'est quand on a besoin de relationnel, il faut passer sur des bases de données relationnelles. Alors ma phrase semble évidente, sauf que là, vraiment, on l'a vécu dans le projet au fur et à mesure du temps. Donc normalement, dans les projets, effectivement, on commence par concevoir le modèle de données, mais là, les besoins sont arrivés au fur et à mesure. On a dû impacter notre modèle de données. Aujourd'hui, notre tendance sur les nouveaux modules, c'est de combiner MongoDB et MySQL. Donc la partie, et donc là, on est vraiment dans du NoSQL à proprement dit. NoSQL n'étant pas, je ne fais pas de SQL, mais c'est Not Only SQL. Not Only SQL, donc là, on est vraiment, on passe dans une approche où on va utiliser MySQL pour toute la partie relationnelle, je gère mes groupes, mes communautés, mes utilisateurs, etc. Et puis pour stocker les messages, qui sont quand même des données assez verticales, on va passer en MongoDB pour certains modules. Est-ce qu'il y a des questions ? Hop. Juste au niveau de Vertix, voir si vous pouviez un peu développer. Pourquoi vous n'aviez pas fait ce choix? Alors, ce choix, on ne l'a pas fait parce que l'idée, c'est quand même de partir sur des solutions avec... C'est-à-dire, à chaque fois, nos choix sont entre autres basés sur pas seulement est-ce que c'est techniquement la bonne solution. Vertix aurait très bien pu répondre aux mêmes problématiques que Node.js. Par rapport à la communauté, alors?
Voilà, c'est plus des choix par rapport à la communauté, le nombre d'utilisateurs. On voit bien aujourd'hui que dans le monde JavaScript, donc à la fois que ce soit les outils, que ce soit les frameworks, etc., tous s'appuient sur Node.js. Et donc il y a vraiment, que ce soit côté serveur, ça c'est une chose, mais on va voir que côté build, par exemple des Yeoman, des Grunt, etc., tous s'appuient sur Node.js. Donc techniquement, on n'a pas une grille de choix tant que ça discriminante. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le monde du JavaScript, Node.js devient vraiment une des clés. Donc, quitte à faire du Node.js pour builder des choses, etc., voilà. Et la communauté est clairement plus importante sur Node.js aujourd'hui. Et puis, l'autre élément, c'est que les solutions J2E, qui sont quand même à la base notre cœur de métier, vont rattraper ce temps-là. Et du coup, la migration sera plus simple. Merci. Alors, World is evolving. Au début, j'avais mis World is changing, mais je crois que ça bouge progressivement. Là, on va juste regarder rapidement l'architecture globale qu'on a choisie et dont on parle beaucoup. Donc effectivement, alors j'ai mis il y a 10 ans, c'est peut-être 12, c'est peut-être 8. Bon, en fonction des organisations, il y a peut-être même des organisations qui sont toujours là-dessus. Mais il y a 10 ans, globalement, on faisait des applications où le cœur de l'application... Alors d'abord, on faisait des applications web. Ça, déjà, c'était le premier élément. On faisait évidemment pas de mobile. Donc, on faisait un MVC côté présentation, plutôt en strut. Donc, on écrivait beaucoup de Java J2E. On écrivait des JSP. Alors, j'aurais même tendance à dire qu'il y a plus de 10 ans, il y a peut-être 15 ans, on écrivait même une énorme servlette. Certains l'ont fait. Bon, maintenant, c'est évidemment plus le cas, mais en tout cas, on faisait des MVC côté serveur très complets et de temps en temps, on générait un peu d'HTML et très vite, on revenait côté serveur, on resoumettait les informations côté serveur et c'est le serveur qui prenait toute la charge de recalculer, récupérer les données et d'appeler les services métiers. Ça, c'était le modèle il y a à peu près 10 ans. Le deuxième modèle qu'on a, qui est plutôt celui d'aujourd'hui, alors j'ai hésité à mettre il y a 2 ans ou maintenant, mais enfin, dans l'échelle de l'informatique, c'est à peu près le même espace-temps. Aujourd'hui, on a toujours un côté serveur. Alors J2E nous dit le standard, c'est JSF. Certains font du Spring MVC, d'autres font encore du Struts. En tout cas, on a toujours un contrôleur côté serveur qui est quand même voilà, assez costaud. Mais par contre, on commence à pas mal s'amuser côté client. On fait beaucoup de jQuery, on fait pas mal d'HTML5, on essaye d'utiliser les capacités de l'HTML5, pas mal de librairies graphiques qui permettent de faire des menus assez rapidement, assez facilement. Mais on est toujours sur quelque chose où le serveur va prendre la charge et va prendre la complexité. Du coup, donc on a quand même beaucoup maintenant d'appels Ajax, de choses où le client se dit je veux récupérer des données ou je veux récupérer une partie de mon modèle, on voit une partie de ma vue, on voit beaucoup ça en JSF. Du coup, on fait un petit appel Ajax, on récupère une partie de la vue et puis on met la vue à jour. Ça, c'est bien quand on fait du web. Maintenant, si vous voulez faire un site ou une application mobile qui supporte le offline, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réussir à faire un petit peu de offline descendant, c'est-à-dire que vous allez arriver à peu près à afficher, même sur une application web, le contenu, si vous utilisez correctement le cache du navigateur et les app cache dans HTML5, etc. Par contre, sur du montant, quand la personne va sur votre site bancaire appuyer sur le bouton, ça va soumettre, et là, il ne va pas y avoir de serveur parce qu'il n'y a pas de connexion, et là, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc c'est là qu'arrivent en fait les architectures
où on commence à supprimer la partie MVC serveur et on a quand même besoin d'un MVC. Là, on a quand même besoin d'un modèle, on a quand même besoin d'une vue, on a quand même besoin d'un contrôleur. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui pour nous, et ça commence à, on voit bien avec la communauté, avec l'énorme activité qu'il y a autour d'AngularJS, un petit peu moins autour de Backbone, mais tous ces frameworks en fait commencent à se mettre dans ce positionnement où on dit, bah, côté client, on met la logique applicative et on l'écrit dans un MVC en JavaScript et ça tourne sur le client. Par contre, du coup, côté serveur, j'ai plus besoin de mon MVC. Ce qui a le bon goût de supprimer un petit peu de charge machine, puisque beaucoup de calculs aujourd'hui sur ce type d'application-là, clairement, la puissance de calcul, elle est énormément utilisée ici. Donc, si je rentre dans des architectures comme ça, je supprime cette puissance de calcul et j'ai du coup besoin de serveurs plus petits, ou en tout cas avec les mêmes serveurs, je vais supporter plus de charge. Puisque je reporte sur chacun des terminaux, finalement, tous les calculs de la vue. Donc, aujourd'hui, et c'est le sens d'Angular, c'est l'architecture qu'on a choisie pour Tribs, on se retrouve côté client avec le MVC, modèle vue contrôleur. Alors nous, on a choisi de packager ça dans PhoneGap. Donc du coup, on l'a écrit en HTML5, on l'a écrit en Angular, ça fonctionne dans un navigateur. Donc si j'enlève PhoneGap, d'ailleurs, les développeurs, quand ils font les tests, ils vont sur le serveur, enfin ils vont dans Chrome et ils testent et ils débuguent l'application dans Chrome. Et puis au bout du cycle de développement, on package ça dans PhoneGap et puis on déploie ça sur le téléphone. Alors il y a quelques petites spécificités liées à PhoneGap, pas dans le développement HTML5, mais quand on commence à vouloir accéder à l'appareil photo, accéder aux notifications, à des choses comme ça. Mais c'est assez minime. C'est-à-dire que l'essentiel du travail, il est côté client, MVC en JavaScript, et pour nous, pour le coup, en Angular. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok. Alors, du coup, un tout petit peu plus concrètement sur Tribs. Donc, on a notre MVC qui tourne sur notre client, notre tablette, notre application, notre téléphone, notre browser. Et puis, on a trois grands types de composants sur la partie serveur. Le premier composant, qui est le plus simple, on dira, c'est la partie HTTP. Donc, c'est tout ce qui va servir les ressources HTTP, le JavaScript, les images, les CSS, les bouts de HTML qu'on va récupérer, donc tout ce qui est à peu près, on dira, entre guillemets, statique. Ensuite, donc ça c'est assez simple, et d'ailleurs dans Node.js, ou voire même, enfin ça c'est des choses assez standards par rapport à ce qu'on voit dans des développements web. Ensuite, la partie qui est intéressante, la partie qui contient une grosse partie, on va dire 95% du métier. Alors pour nous dans Tribs, c'est gérer des communautés, des groupes, des messages, etc. C'est des web services REST qui sont consommés directement par le contrôleur. Donc, c'est de l'HTTPS, on renvoie du JSON, et c'est là qu'on a toute la richesse côté serveur en termes de je mets à disposition mes données et j'update mes données. Et c'est eux qui finalement qui accèdent soit au serveur de fichiers, dans le cas de vidéo, image, soit directement à la base de données. Donc cette partie-là, par exemple, on aurait très bien pu imaginer, dans mon discours tout à l'heure, j'avais J2E pardon, versus Node.js, on aurait très bien pu imaginer, si j'ai des web services ici existants en J2E, bah, j'attaque mes web services en J2E. Il n'y a pas, finalement, ils auraient même bien pu être en .NET ou en ce qu'on veut. C'est des web services qu'on attaque depuis le client de façon absolument transparente en termes de techno. Donc il n'y a pas d'adhérence entre le client et le serveur. Et puis le dernier module, et c'est là en particulier qu'on a eu besoin de Node.js, c'est la partie, on a un module spécifique qui doit lui gérer la partie temps réel. D'accord ? Parce que là, si j'enlève la partie du bas, on est en HTTP standard sur des choses qu'on connaît sur des développements web. Sur la partie WebSocket, c'est un petit peu plus compliqué. La partie WebSocket, c'est j'établis une connexion, enfin, c'est comme une socket fut un temps,
j'établis une connexion entre le serveur et le client. Donc il y a quand même pas mal de gestion entre les deux. Et puis après, une fois qu'on a ça, on a du développement spécifique métier ici. Alors très peu parce qu'il s'appuie sur les web services côté serveur. Je ne sais pas si c'est un silence de on s'endort parce qu'on vous a levé tôt. Ou... Moi, quand on a mis ça en place et quand on a construit tout ça, moi je me suis dit c'est marrant, on fait du client-serveur là. On a un bout de client sur lequel on met la logique et un bout de serveur sur lequel on met le métier. Voilà. Je ne dirais pas qu'on revient en arrière parce que c'est pas vrai. C'est à mon sens plus facile, mais on est quand même, on commence là à bien séparer, enfin bien, à séparer le front et le back et avoir une nette séparation. Alors ça, je reviendrai là-dessus, qui peut avoir des impacts sur la façon dont on mène les projets d'ailleurs, et dont on s'organise autour de tout ça. Donc ça, c'était sur la partie, alors là, j'ai commencé à dériver sur la partie client, parce que le client, c'est quand même, c'est ça qui nous intéresse. Mais là, donc, la partie serveur, il faut retenir juste des web services auxquels on accède, et puis des ressources web, et puis des sockets, qui est la particularité du temps réel. Alors, côté client, donc le premier choix qu'on a eu à faire, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, c'est comment je package mon application pour la déployer sur mon téléphone. Parce que c'est bien beau de la développer en HTML5, mais l'HTML, a priori, ça tourne dans un navigateur. Donc, pour pouvoir packager tout ça dans une application, on avait globalement deux options. La première était PhoneGap, celle qu'on a choisie, et Appcelerator. Alors, pourquoi on a choisi PhoneGap ? Tout simplement parce que PhoneGap nous permet de développer les applications explicitement en HTML5, CSS et JavaScript. Appcelerator, on code en JavaScript, mais sur des API standards. Donc en termes de techno, effectivement, on est sur des choses à peu près comparables en termes de langage. Mais au bout du compte, là, par exemple, sur Appcelerator, il faut un outil de développement en particulier. Il y a des espèces de phases de pré-compilation, etc. Et des API surtout qui sont spécifiques à chaque plateforme. Donc on revient un petit peu au mode natif. Nous, ce qui nous intéresse, et ce qui nous a intéressé dans PhoneGap, c'est que je développe en HTML5, Angular, ou pas Angular d'ailleurs, hein, si je veux faire juste un bout d'application qui restitue du contenu HTML, je peux le faire aussi très simplement avec PhoneGap, mais je développe en HTML5, donc c'est des compétences que je connais, c'est des outils qu'on maîtrise très bien, des technos qui se trouvent des compétences qui se trouvent sur le marché, et ensuite je package, je déploie. Alors, sur PhoneGap, je pense que c'est en train de changer, mais on a aujourd'hui, en fait, initialement, quand on a développé le projet, on l'a développé sur Windows Phone. Enfin, dans l'ordre, on a commencé par iOS, Android, et puis ensuite sur Windows Phone. Le dernier, ça n'a pas été marrant du tout. Parce qu'il y a quand même, c'était fin d'année dernière hein, sur la partie Windows Phone, mais la partie PhoneGap était quand même pas tout à fait sèche. Alors à mon sens, la bonne nouvelle qu'on a, c'est que Cordova, qui est le moteur de PhoneGap, vient d'être intégré par Microsoft dans sa plateforme de développement. J'ai donc bon espoir que Microsoft fasse tout pour que ça fonctionne bien. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important dans la tendance du marché, c'est que cette approche HTML5, CSS, JavaScript, on voit qu'il y a des grands du marché qui sont aujourd'hui en train de l'intégrer, alors je parlais de Microsoft, entre autres, l'intégrer dans leur plateforme de dev. Donc ça note bien quand même que ça simplifie la vie de tout le monde et que faire du natif, c'est pas toujours adapté. Et je pense aujourd'hui que pour 90% des besoins qu'on a, faire de l'HTML5, c'est parfait. Après, quand on veut faire un petit peu plus de calcul, qu'on est plus dans aller chercher les données au niveau des API, des choses sur des processing d'images, des choses comme ça, probablement mieux de faire du natif. Mais sur des applications relativement standards, même avec du temps réel, partir en HTML5, ça remplit tous les cahiers des charges.
pour 90% des applications. Hein. Donc là, clairement, le choix, on l'a fait sur PhoneGap. On ne le regrette pas. On a un petit peu mangé la poussière sur la partie Windows. On s'en est sorti. Et ça va avoir clairement tendance à s'améliorer, à mon sens, maintenant que Microsoft a mis son nez dans Cordova. Alors, AngularJS. C'était quand même pour ça que vous étiez levé tôt. Alors, c'était quand même important de vous expliquer avant pourquoi AngularJS dans une architecture globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi AngularJS juste parce que, si vous regardez sur Google Trends AngularJS, là en ce moment, c'est exponentiel, quoi. Hein, il y a une communauté aussi qui est très très active à peu près partout dans le monde. Il y a des conférences Angular assez fréquemment. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous inscrire pour certains au Meetup Angular sur Paris. Bah, ça fait 2 mois que j'essaye. Je ne sais pas par quelle magie, mais je suis toujours sur les listes d'attente. Donc il y a une vraie effervescence autour d'AngularJS. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement pour ça qu'on l'a choisi. On l'a choisi aussi parce que il y a 2 raisons historiques. La première raison la première raison, elle est historique. C'est que Objective vient de GWT et que GWT c'était Google et que Angular était finalement une suite, je n'irai pas jusqu'à dire suite logique, mais enfin une suite dans la façon de voir la couche de présentation. Donc du coup on s'est axé un petit peu plus là-dessus. Et puis le deuxième élément, c'est quand même que c'est supporté par Google et que ça amène une certaine pérennité de la solution. D'autant plus que dans le monde JavaScript aujourd'hui, on voit que ça bouge à peu près tous les jours. Sur les outils, sur les frameworks de composants graphiques, les outils de build par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, il y a Grunt qui était à la mode. Alors, pour ceux qui font du Grunt, c'est plus à la mode. Voilà, donc les choses sont en train de bouger. Moi, quand je suis arrivé il y a 15 ans dans le monde du travail, donc c'était le début de J2E, et en fait j'ai le même sentiment aujourd'hui dans le JavaScript que J2E il y a 15 ans, je crois. C'est-à-dire qu'en fait l'écosystème est très riche et il y a des émergents, et Angular fait partie de ces émergents. Voilà. Alors, donc c'est effectivement bien un MVC. Rassurons-nous tous, là il n'y a aucun doute sur le sujet. Et d'ailleurs, quand vous allez sur les tutoriaux, quand vous allez sur les différents sites, c'est comme ça qu'on vous explique comment Angular fonctionne. C'est un MVC, il y a bien une vue, il y a bien un contrôleur et bien un modèle. Certains diraient MV étoile ou MVVC, enfin peu importe du terme, on a quand même ces 3 composants principaux qu'on avait avant sur le serveur et qu'on retrouve sur le client. Donc ça, du point de vue du développeur, jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que déjà 3 concepts que je maîtrise. La vue, on a de la chance, ils ont fait ça bien, c'est de l'HTML. Et alors c'est de l'HTML brut de fonderie. Enfin, brut de fonderie, du vrai HTML. Il n'y a pas de truc tordu, machin. Ça passe dans un validateur HTML sans aucun souci. Quelqu'un qui connaît l'HTML peut commencer à écrire la vue. La partie vue, elle est assez extensible, entre autres avec un mécanisme qui est très pratique et qu'on a énormément utilisé pour factoriser du code et pour rendre le code propre, c'est les directives. Alors ça, c'est un concept, certains diraient des UI extensions, dans certains frameworks, on appellerait ça des UI composants. Cédric ? C'est un peu l'application du principe des web components que développe actuellement le W3C. C'est des composants au sens le plus large. Donc ça nous a vraiment permis de structurer notre code et d'organiser notre code. Alors autant la première ligne c'est facile, HTML, CSS, JavaScript. JavaScript d'ailleurs, c'est pas forcément si facile, je reviendrai là-dessus. Mais autant HTML, CSS, ça c'est facile. Autant les directives,
là, on commence à être dans quelque chose d'un petit peu plus touchy. Je n'irai pas jusqu'à dire compliqué. Écrire une directive, c'est pas anodin. Voilà, il faut juste bien comprendre comment fonctionne Angular, ce que c'est que les scopes, ce qu'il faut mettre dans une directive, ce qu'il ne faut pas mettre, etc. Donc là, clairement, ça nous a aidé à structurer notre code, à ne pas écrire 40 fois la même chose. Donc c'est vraiment, ça permet de faire du réutilisable. Par contre, à savoir que ce n'est pas simple et qu'à mon sens, dans des grosses organisations, ce n'est pas des choses qu'il faut donner à tous les développeurs, en tout cas pour faire tout. Il faut cadrer l'utilisation des directives parce que sinon, je pense qu'on peut vite se retrouver dans des choses d'abord dupliquées, ça c'est le premier élément, et puis mal codées, donc non performants. Ensuite, on a un modèle. Donc là, alors là, pour ceux qui auraient fait ou qui voient JSF, on est vraiment sur des choses équivalentes. Genre, j'ai un modèle, donc c'est des bins. Pour les gens qui font du Java, en tout cas, c'est mon modèle métier à proprement dit. Et lui, c'est lui qui va être injecté à peu près partout dans Angular. Et j'aurai accès à mon modèle et mes données à peu près constamment. On a des services, typiquement, alors il y en a qui existent. Typiquement, si je veux accéder à un web service, un web service REST, il y a des services qui sont fournis par Angular et qui permettent très simplement d'accéder. Je peux moi-même écrire des services, pareil, pour réutiliser, pour faire du code réutilisable. J'ai une partie contrôleur. Alors là, c'est un contrôleur. D'ailleurs, ça s'appelle, l'objet de base s'appelle contrôleur. Et c'est bien là qu'on met la logique métier. Et c'est là aussi, évidemment, qu'on va faire les appels côté serveur. Il y a un mécanisme qui est assez pratique dans Angular qui s'appelle le two-way bindings, qui utilise d'ailleurs le modèle. Hein. Donc, sur mon petit schéma, j'ai bien mon contrôleur, ma vue. Je peux étendre ma vue avec des directives. Et puis, j'ai mon modèle qui fait le lien entre les deux. Je vous ferai voir un petit bout de code qui est un petit bout de code que probablement beaucoup de gens ont connu ou vu. Ça, le two-way binding, ça permet que Angular, finalement, prenne en charge la synchronisation entre la vue et le contrôleur. Alors ça, c'est quand même... Enfin, la vue et le modèle, pardon. Ça, c'est extrêmement pratique, ça évite des dizaines de lignes de code. Et ça, c'est assez clé. Ça permet de concentrer le développeur sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la logique métier, et pas de faire des bouts de code qui lient la vue. Quand je modifie ma vue, alors il ne faut pas que j'oublie de modifier mon contrôleur, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement utile dans la simplification du code. Et puis, dernier élément aussi qui nous évite d'écrire des dizaines et des dizaines de lignes de code, c'est l'injection de dépendance. Je donnais l'exemple du scope tout à l'heure. Exemple, le scope, il est injecté à plein d'endroits dans l'applicatif. Encore un coup, ce qui nous évite de tirer des fils dans tous les sens et d'avoir à écrire des classes qui géreraient le modèle et puis qui les réinjecteraient, etc. Donc ça, c'est un petit peu alors, des concepts de base, il y en a d'autres. Il y a la notion de route ici, qui globalement ressemble à ce qu'on écrirait dans les fichiers de configuration, soit JSF, soit struts. C'est ce qui dit pour tel contrôleur, sur pour tel événement, je veux aller sur tel morceau de vue. Donc c'est vraiment la partie navigation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc ça, c'est la partie route. Alors, juste en listant un petit peu tout ça, on voit bien quand même que c'est extrêmement puissant. Nous, on est loin de regretter de l'avoir utilisé, voire même on n'en regrette absolument pas. Simplement, on voit bien que les concepts, d'abord, ce n'est pas des concepts J2E, c'est évident. Le deuxième élément qui est quand même là et qui est important, c'est que ça reste du JavaScript. Et que quand j'ai fait le tour des popotes de l'équipe projet, qui est d'ailleurs ici, répartie dans la salle, un des points qui est revenu encore et encore, c'est pas tant sur Angular, c'est sur la problématique de JavaScript. Et il faut quand même se souvenir que Angular, c'est du JavaScript. Hein, on écrit quand même du JavaScript. Le JavaScript, ce n'est pas un langage à proprement dit compilé. Donc on sait que ça plante que quand ça tourne. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même des concepts. Le JavaScript, c'est asynchrone. Et donner dans les mains
Alors encore un coup, Angular fournit des solutions avec les promises par exemple pour faciliter cette gestion, mais quand on est sur des appels asynchrones de méthodes, il faut juste se poser quelques questions. Ce n'est pas anodin, hein. Je lance une méthode, je lance une deuxième méthode et c'est dommage, la deuxième elle répond avant la première. Voilà. Donc des choses comme ça, c'est des réalités du JavaScript et par extension d'Angular qui quand même fournit des solutions pour simplifier ce genre de petites situations tordues. Voilà. Alors, juste pour illustrer mes propos, ça c'est un exemple très simple de contrôleur. On est d'accord? C'est un contrôleur qui met des données dans le modèle. On aurait très bien pu imaginer un contrôleur un tout petit peu plus compliqué, mais pas tellement plus, qui va demander ces mêmes données au serveur. Ça se serait écrit à peu près en 2 lignes. Mais là, voilà. Donc là, j'ai un contrôleur. Le contrôleur, lui, automatiquement, il prend le scope qui lui est injecté par Angular. Donc là, je n'ai pas besoin de penser à lui passer en paramètres, machin, etc. Et puis là, je charge le scope. Ces données, elles seront accessibles, évidemment, dans la vue. Alors, dans Angular, on a la notion de module, bien connue sous la directive NGApp. La notion de module, ça aussi, c'est un élément très structurant sur lequel il faut cadrer dès le départ sur les projets. C'est quand est-ce que je fais un module, quand est-ce que je ne fais pas un module. Le module, c'est un moyen de structurer le code et d'avoir finalement des éléments, des entités à peu près cohérentes et logiques en termes de granularité de code. Donc du coup, là, ça c'est un concept qui est extrêmement simple à manipuler dans Angular. Par contre, c'est un concept qui se doit d'être cadré encore plus sur des grosses applications. Ensuite, un bout de vue. Voilà. Ben, c'est assez simple, hein, pour ceux qui manipulent un petit peu d'HTML, soit à leurs heures perdues, soit dans leurs heures de travail. C'est de l'HTML, des divs, des H3, des UL, des LI, des CSS, etc. Pas de problème. Alors, il y a quand même quelques petites spécificités. Donc, on parlait des directives. Ça, c'est des directives Angular. Donc, c'est des spécificités Angular. C'est des directives qui ont été codées. Celle-là, elle est spécifique Angular. Enfin, c'est Angular qui l'a fournie, pardon. Et ça, il nous dit, pour tel morceau de vue, je veux y associer ce contrôleur. D'accord? Donc, on est dans du déclaratif. Et Angular va faire le lien tout seul entre ce contrôleur-là et le bout de code qu'on a mis là. Là, je l'ai mis sur le même écran. On aurait pu imaginer, de par les balises script qu'il y a ici, qu'elles sont dans le même fichier. Évidemment, on structure les choses de façon indépendante, la vue dans un fichier et le contrôleur probablement dans un autre fichier. Ça aussi, c'est des règles qu'il faut cadrer. Si on part sur des gros développements sans se poser en disant le contrôleur, il est dans un fichier différent du modèle ou dans le même fichier que le modèle, etc., c'est vite le bazar. Donc là, on est sur du spécifique Angular. Ensuite, là, c'est de l'HTML5 standard. Et là, par exemple, j'ai un bout de code qui fait 3 lignes et globalement qui va me construire une liste sur la base du modèle. Donc qui va faire une boucle et puis qui va construire les LI au fur et à mesure avec les données qu'il y a dans mon modèle. Donc là, en fait, on voit bien que le scope, c'est ces petites parties-là entre les accolades. Donc là, je vais chercher les informations directement dans mon modèle. Donc si j'avais été chercher mes données dans mon web service, j'appelle mon web service et mes données sont automatiquement mis à jour dans la vue. Pour un exemple simple, on voit déjà quand même qu'il y a quelques spécificités Angular. Donc pour des gens qui ont l'habitude de manipuler du JavaScript, la première marche, elle est accessible. Par contre, quand on commence à faire des choses un petit peu plus compliquées, là, la marche, elle est un cran au-dessus et la courbe d'apprentissage est un petit peu plus longue parce que tout de suite, il faut d'abord bien maîtriser le JavaScript. Ça, c'est une évidence, c'est la base. Le deuxième élément, c'est bien maîtriser les concepts Angular. Il y a les premiers concepts qui sont ce que fournit les Angular out of the box.
Bon là, j'ai pas mis, mais Angular fournit des filtres, fournit des mécanismes de tri. Là, on voit qu'il y a une boucle, des choses comme ça. Donc, il y a déjà tout ce qui est déjà fourni par Angular et qu'on peut utiliser, ce qui fait déjà quand même beaucoup de choses. Et puis après, il y a tous les concepts d'au-dessus. J'ai pas parlé de ça tout à l'heure parce que ça complexifierait le discours, mais il y a la notion de factory. Je peux moi-même implémenter un service. J'en ai parlé. Je peux moi-même implémenter une directive. Donc là, on est on est encore au-dessus. Et ça nécessite, à mon sens, sur des grosses organisations, un cadrage dès le départ sur ces éléments-là en me disant, OK, voilà les services que vous avez à disposition, voilà le modèle, comment il doit être structuré, voilà comment vous structurez votre code. Alors, il y a des gens assez sympas qui font en ce moment beaucoup de frameworks sur de la génération automatique de code et de templating qui sont assez extensibles. Celui que j'ai en tête, c'est Yeoman, mais il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Mais on doit être dans cette idée-là. Parce que clairement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, on est un petit peu 15 ans, enfin, on revient aux problématiques qu'on avait il y a 15 ans avec J2E, c'est comment je structure mon code, qu'est-ce que je mets dans une servlette, est-ce que je fais une servlette, est-ce que j'en fais N, voilà, donc des réponses qu'on a clairement aujourd'hui, et les questions ne se me posent même plus, et J2E a évolué de toute façon pour faire ça, clairement sur Angular, ces choses-là doivent être absolument cadrées dès le départ, surtout sur des applications de masse. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. OK. Alors, très rapidement, donc qu'est-ce qu'on a utilisé sur le client? On a utilisé Angular, je viens d'en parler. On a utilisé Script.js pour la gestion de dépendance. On a utilisé Angular Touch, qui facilite la gestion des clics, du touch sur les plateformes mobiles. On a utilisé un composant qui s'appelle Launcher, qui permet de bien gérer la partie caching client. Parce qu'il y a plein de mécanismes de caching côté client. Ça permet d'abstraire la partie caching, surtout sur la partie offline. Donc ça, c'est un composant qu'on a utilisé qui est très pratique. Et le dernier composant qu'on a utilisé, qui nous a fait gagner énormément de temps, c'est Ionic, qui est globalement une librairie de composants extrêmement bien intégrée dans Angular. Voilà. Honnêtement, donc là je vous ai donné des exemples parce qu'ils sont assez flagrants. Là, quand je disais tout à l'heure, la communauté bouge beaucoup. Sur ces éléments-là, la communauté est extrêmement productive en ce moment. Des librairies de 8 composants s'appuyant sur AngularJS, il y en a des tonnes. Celle-là, le bon goût, c'est d'être plutôt orienté en termes de look natif iOS, et donc d'avoir un rendu. Après, c'est des questions de goût et de couleur, mais vous avez vu le rendu, il est quand même assez propre, assez net et assez dans l'air du temps. Les outils, donc Node.js, nous revoilà avec Node.js. J'en parlais tout à l'heure pour répondre à la question. Donc il y a la partie Node.js côté serveur, très bien. Ça permet de structurer le code, de faire des modules, de faire des web services, de gérer les WebSockets, etc., etc. Là, c'est Node.js dans un autre contexte. C'est Node.js comme outil de build. Donc Node.js est extrêmement utilisé dans la communauté JavaScript, ou front, j'aurais même tendance à dire, pour exécuter, par exemple, les deux outils Grunt et Bower, qui sont pour Grunt le Task Manager. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est presque plus à la mode. Donc Grunt, pour les gens qui font du J2E, c'est l'équivalent de Ant. Et c'est Gulp. Voilà, Gulp, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est plus l'équivalent de Maven. Donc on imagine que de la même façon dont on a eu Ant, puis ensuite Maven, et maintenant les gens font essentiellement du Maven et puis de Ant, on risque de bouger vers Gulp. Et Bower, qui est la partie gestion de dépendance côté dev, ces deux outils s'appuient sur Node.js. Node.js est
donc extrêmement utilisé. Yeoman, dont je parlais tout à l'heure, qui est un framework de génération de templating de projets, entre autres, s'appuie aussi sur Node.js. Et Node.js a énormément de modules qui se rajoutent pour des développements front. D'accord ? Ça reste un outil en ligne de commande. Donc ceux qui aiment les IDE avec du drag and drop, des choses comme ça, là pour le coup on n'y est pas. Dans les outils de développement, j'en ai noté 3, mais alors là volontairement j'ai mis des petits points. On aurait pu mettre Notepad++, on a mis même Notepad pour ceux qui veulent faire du Notepad, et Max. Enfin, là franchement les possibilités sont ouvertes. On est quand même... Donc, ceux qui ont été utilisés par l'équipe, c'est Sublime Text et WebStorm, en fonction des affinités et des envies. Il n'empêche que ça reste des outils d'édition de texte. Alors, un peu évolués, avec de la coloration syntaxique, avec de plus en plus de fonctionnalités. WebStorm embarque énormément de choses, commence à intégrer Node.js, des notions de build, etc. Donc, on reste quand même, on n'est pas encore... au niveau de, aujourd'hui, J2E dans Eclipse, intégré, facilement utilisable, avec des choses prépackagées, etc. N'empêche que ça marche très bien et c'est très efficace. L'autre outil qu'on a énormément utilisé, enfin ils ont énormément utilisé, c'est Chrome avec l'extension AngularJS qui s'appelle Batarang, et alors, qui est extrêmement pratique. Dans le sens où elle permet aux développeurs de voir tous les objets dont j'ai parlé avant, là, le scope par exemple. Quand on a un scope un peu compliqué, on peut voir le scope de façon un peu graphique et de voir les choses. On peut débugger notre code côté client. Toutes ces choses-là sont extrêmement bien intégrées dans Chrome avec cette extension AngularJS. Bon, c'est pas surprenant quand on sait qui édite les deux. Et le point important, c'est que j'en ai parlé rapidement, c'est les outils communs pour développer une application et une application web. C'est-à-dire que sur le processus de développement, vraiment, on a été dans un processus de développement où on a développé les services. Donc ça, ok, ça a été développé, c'était en Node.js, des web services étaient disponibles, le modèle, etc. On a même presque dédié une partie de l'équipe à ça. Et puis ensuite, on a attaqué la partie cliente. Et la partie client, on a d'abord commencé à le développer et à le tester sur un navigateur web. Et donc, la conclusion aujourd'hui, c'est que l'avantage de tout ça, PhoneGap entre autres, plus l'HTML5, c'est qu'on a bien les mêmes outils pour faire du web et pour faire des applications mobiles. Assez pointues. Tripz embarque quand même la notion de cache local, enfin la notion de cache local c'est natif en HTML5, mais la gestion du offline, etc. Et tout ça se fait dans des outils parfaitement standards et qui ont bon goût à l'exception de ces deux-là. Enfin, Sublime Text est partiellement gratuit et WebStorm est payant pour les grosses organisations, mais c'est pas non plus des coûts énormes. Alors, sur les retours d'expérience, j'ai déjà quand même pas mal briefé le retour d'expérience, mais donc oui, Angular est un MVC, ça, il n'y a aucun doute. Alors là, pour le coup, on l'avait lu avant, on le voit sur les sites. Par contre, là, on vous assure, on l'a expérimenté, c'est un MVC, tous les concepts y sont, et on conçoit l'application vraiment avec le MVC en tête. Alors, c'est important à avoir ça en tête, c'est-à-dire que Angular, ce n'est pas un framework graphique. C'est pas seulement orienté vue. Et si on l'utilise pour faire que de la vue, du coup, on perd un petit peu l'intérêt de la chose. Et puis surtout que Angular, si vous prenez Angular et que vous le posez sur votre machine, il n'y a pas de composant graphique à proprement dit. Il y a des facilités, mais ce n'est pas une librairie graphique. C'est pour ça que nous, derrière, on a utilisé Ionic pour vraiment apporter, pas avoir à recoder l'ensemble des choses. On peut utiliser Bootstrap, enfin un paquet d'autres facilités côté graphique. En tout cas, Angular n'est pas un framework à proprement dit graphique. Il s'intègre bien dans les évolutions d'architecture. Donc je parlais tout à l'heure du MVC côté client. On est vraiment dans ce modèle-là, avec en plus des facilités pour appeler les services côté serveur. Toutes ces choses-là sont là nativement. Donc là, on est vraiment dans le trend des architectures.
L'extensibilité, donc au travers des directives, au travers des services, il y a plein d'autres mécanismes d'extension très pratiques à manier quand même avec, entre guillemets, parcimonie. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit cadré. Et d'ailleurs, dans la formation ou dans la façon d'intégrer Angular dans les grandes structures, voire même sur les projets, sur les petits projets, ça, c'est des choses qui doivent être cadrées dès le départ, sans quoi on peut se retrouver avec des utilisations des mêmes concepts pour faire des choses complètement différentes et avoir un code qui va finalement être peu cohérent. Les fonctionnalités, j'en ai parlé, il y a beaucoup de choses qui sont fournies out of the box. Orienté métier, donc là on est quand même concentré essentiellement sur la partie métier. Donc j'écris mon contrôleur, j'écris de la logique métier. Je ne suis pas en train de coder de la création d'objets, de la destruction d'objets. Il y a peut-être certains petits éléments et encore côté JavaScript, mais globalement on se concentre sur le métier. Je manipule les objets métiers quand je manipule le scope. Donc ça simplifie le code. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Il y a des sites assez sympas qui font ça, qui prennent le même concept et qui implémentent avec plusieurs frameworks le même cas fonctionnel. Vous verrez qu'on obtient du code qui est quand même nettement plus lisible et nettement plus maintenable avec Angular. De fait, une fois que la première marche est passée, on a vraiment un gain de productivité, une fois que tout est cadré et structuré. Évidemment, si les gens passent leur temps sur le projet à chercher comment marchent les services, est-ce que je dois en développer un par un, etc., ça risque de patiner au début. Maintenant, une fois que c'est cadré, ça part très vite. Alors, j'en ai parlé rapidement. Angular facilite la gestion de l'asynchronisme en JavaScript. C'est important. Donc ça, c'est un atout d'Angular pour compenser un inconvénient de JavaScript. Il y a énormément de documentation, écosystème très riche. Je parlais tout à l'heure. Celui qui arrive à s'inscrire à un meet-up Angular, je lui achète, non, je lui achète sa place, mais presque. On est vraiment dans ce... Je pense que les invitations au meet-up paraissent sur meet-up une fois que tout est plein. Enfin, je pense qu'il y a un certain ordre des choses qui fait qu'on n'arrive même pas à aller au meet-up. Il y a une courbe d'apprentissage qui est en 2 temps, donc ça j'en parlais, qui n'est pas forcément longue pour quelqu'un qui connaît le JavaScript. Alors par contre, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le JavaScript, qui n'en a jamais fait, il y a déjà une première petite marche. Alors JavaScript, ce n'est pas non plus la fin du monde. Hein. C'est des langages accessibles, mais il y a déjà une première marche. Ensuite, il y a Angular, je dirais, tel quel ou cadré. Pareil, très simple. Une fois que les choses sont cadrées, que les gens ne se perdent pas dans où je mets mon scope, qu'est-ce que je mets dans mon scope, dans mon service, etc. C'est assez simple. Par contre, effectivement, il y a une deuxième marche qui seront, à mon avis, plus dédiées à des équipes de support transverse pour les organisations qui en ont, où là, cadrer la chose, bien comprendre comment ça fonctionne. Nous, on a profité de ce projet-là et du projet précédent pour acquérir cette compétence, mais ce n'est pas un élément neutre. Et le dernier point, c'est que comme la vue est écrite en HTML, ça s'inscrit extrêmement bien dans le cycle web design. C'est-à-dire que comme un web designer a tendance à plutôt écrire de l'HTML, s'il l'écrit pas trop mal et qu'on lui dit comment il doit l'écrire, on peut angulariser cet HTML et finalement intégrer de l'Angular dans cette vue. Je vais aller très vite parce que le temps tourne. Alors, donc les impacts. Donc, clairement, l'architecture sur un modèle MVC côté client. Donc, l'architecture est impactée. La conception fonctionnelle et technique, elle est impactée aussi. Alors ça, c'est autant dû à Angular qu'au développement mobile ou au mobile first. Tout ce qui est responsive design, ça, c'est la partie fonctionnelle. Et la conception technique, évidemment, on change l'architecture. Donc, par extension, il y a quand même des chances qu'on change le mode de conception. La formation, donc ça on en a parlé, il y a quand même une courbe d'apprentissage. À mon sens, il faut, sur des grosses organisations, il vaut mieux se préparer à Angular, former quelques hommes clés, ou femmes clés d'ailleurs, personnes clés j'aurais dû dire,
cadrer les choses au départ et ensuite se lancer dans le déploiement, qui ensuite accélérera les développements. Mais vraiment, la partie formation au départ est importante. L'organisation des équipes, alors, Angular n'est qu'un petit bout du point. De par la séparation du front et du back dans les architectures et des technos qui commencent à être nettement différentes, avec des problématiques différentes, optimiser des accès aux bases de données, ce n'est pas du tout la même problématique que développer une application sur une tablette. Non seulement les technos sont différentes, mais les problématiques d'architecture, de conception sont différentes. Donc, alors, là, pour le coup, c'est plus une hypothèse. Ce qu'on a tendance à voir, c'est qu'il y a une séparation du front et du back en termes de compétences, d'architecture, de formation, toutes ces choses-là. Nous, de notre côté, ce qu'on essaye de faire, c'est de maintenir la cohérence des compétences, d'avoir des gens qui sont à la fois back et front, mais on voit quand même de plus en plus de gens qui se vendent sur le marché en tant que développeur front. Et quand on regarde les CV, on voit bien que le développeur front, il parle d'HTML, de CSS, peut-être parfois pour certains de CMS, mais de plus en plus les gens parlent d'Angular, de JavaScript, toutes ces choses-là, quand ils se colorent explicitement développeur front. Donc on voit là-dessus un changement non négligeable. Évidemment, ça change tous les processus de build, de qualité, les processus d'intégration. Alors ça, probablement que ça les simplifie, puisque là, je vais commencer à avoir une séparation assez nette entre le front et le back, donc je vais pouvoir faire avancer mes projets de façon presque indépendante, et puis les intégrer à la fin. En tout cas, l'intégration est plus simple. En rien, par contre, alors là, c'est plus une question mobile, c'est pas tellement une question Angular, quoique Angular facilite. N'empêche que quand on fait du mobile, pour ceux qui en font ou qui vont en faire, la partie extrêmement chère, c'est la partie test. Voilà. Et ça, c'est la partie qui est en train de se structurer sur le marché, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on est toujours en train de tester, avoir 4, 5, 10 terminaux. Il y a des outils qui commencent à arriver, mais tout n'est pas sec. Donc, l'avantage d'Angular et de la solution HTML5 CSS, c'est quand même que vous pouvez tester énormément de choses dans le browser et que ça vous permet quand même de nettoyer beaucoup de choses en amont. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de la solution Angular. Après, l'autre avantage aussi, c'est que la communauté Angular étant extrêmement productive, elle produit aussi beaucoup de librairies graphiques, et entre autres Ionic, en est un bon exemple, qui sont déjà orientées tablette, mobile. Donc du coup, qui par nature vont vous faciliter le développement côté front sur les mobiles et les tablettes. Et donc j'en parlais, les nouveaux profils de développeurs, donc orientés front, beaucoup de gens s'appellent des front développeurs, on voit bien, je reviens sur mes meet-ups, je pense que je dois avoir une frustration cachée, ou elle est même plus cachée là du coup, mais sur les meet-ups, beaucoup de gens qui s'inscrivent au meet-up Angular clairement se mettre l'étiquette développeur front. Donc c'est un nouveau profil de personne. Alors, rapidement, quand est-ce qu'on utilise, enfin, quelles sont nos recommandations en termes d'utilisation d'AngularJS ? Si on veut s'amuser pour le fun, allons-y. Ça, je dirais que c'est valable pour beaucoup de choses. Mais AngularJS permet quand même assez rapidement et assez facilement d'avoir des choses qui tournent. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Pour un site de contenu, donc là, ce n'est pas du tout le sujet. Angular est un MVC. Donc si je veux afficher du contenu à proprement dit, c'est essentiellement un site de contenu, c'est à notre sens pas très recommandé. Je veux faire une application mobile, je ne reviendrai pas sur le sujet, mais en tout cas, on est absolument convaincu que c'est une utilisation. Si je veux faire un site web transactionnel, pas de problème, c'est aussi adapté. Si je veux remplacer, alors là j'ai mis Dojo, j'aurais pu en mettre des dizaines et des dizaines. Si je veux remplacer une librairie graphique dans un existant, sans remettre en cause la conception et l'architecture, ça ne vaut pas le coup. Parce que vous allez vous prendre le coût d'AngularJS, plus vous allez avoir votre serveur qui est avec vos JSP ou peu importe de la techno. Mais si c'est juste remplacer votre librairie graphique,
ça ne vaut pas le coup. Restez, prenez une librairie graphique qui va peut-être mieux correspondre à vos besoins, mais ça nécessite la suppression du MVC. Ça ne veut pas dire qu'au sein d'une même application, je ne peux pas avoir un morceau d'application écrit en AngularJS qui, lui, va attaquer mes web services en direct, et le legacy de mon application, lui, va fonctionner sur mon architecture actuelle. Les choses sont compatibles. Par contre, si vous voulez remplacer, encore un coup, AngularJS n'est pas un framework purement de vue. Et je vais revenir rapidement sur Tribs et sur Active. Et comme l'heure tourne, je ne vais pas tous les passer en revue en détail. Donc on a AngularJS, on a eu des besoins, le offline, ce dont j'ai parlé au début de la présentation, la partie gestion des utilisateurs, avoir une application prépackagée qui tourne déjà, etc. Donc aujourd'hui, en fait, Tribs est constitué de 3 morceaux. Il y a AngularJS et Node.js qui sont les blocs fondateurs en termes d'architecture. Ensuite, au-dessus, on a développé un certain nombre de composants dont voilà la liste. Donc, dans l'application, par exemple, aujourd'hui, la partie notification dans l'application, la partie temps réel, toutes ces facilités, en fait, on les a componentisées et on en a fait une brique, un socle technique sur lequel on peut s'appuyer pour développer des applications web. Tout ça étant implémenté, évidemment, en Angular, Node.js. Et ça permet typiquement d'accélérer les développements. Donc ça, c'est notre framework Active, sur lequel, si vous êtes intéressé, venez nous voir après. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Alors, je crois que, comme d'habitude, j'ai largement dépassé mon temps de parole. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, c'est toi qui as le micro. Je voulais savoir au niveau des outils, tout à l'heure vous avez montré comment vous travaillez. En fait, au niveau de l'IDE, est-ce que vous avez un retour immédiat quand vous travaillez en JavaScript par exemple, enfin, est-ce que ça vous a aidé dans votre, pour les programmeurs, quoi? Alors là, je vais plus laisser la main au... Pas au début, mais on l'a intégré à la suite. Mais ça s'intègre très bien, enfin, il n'y a pas de difficulté. En fait, avec Grunt, on peut... Enfin, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on lançait Grunt en mode détection de modification. Et à chaque fois qu'il détecte une modification, il réexécute les tâches. Donc, il va repasser les tâches sur le CSS, il va... parce qu'on faisait du SCSS. Donc il va recompiler, enfin tout ça, et automatiquement il repasse le JSint aussi. Une autre question, au niveau de l'intégration de l'unit testing, est-ce que ça a été facile avec AngularJS et toute votre stack? Oui, enfin, disons que l'équipe d'Angular a développé un framework qui s'intègre bien. Après... nous, on a aussi beaucoup, enfin, quand on faisait du mobile et qu'on avait surtout une problématique aussi de rendu, de performance, le unit testing là-dessus, il apporte pas grand-chose. Donc la vraie problématique, en fait, tester que la vue fait ce qu'on veut, ça c'est pas très compliqué. Après, c'est plus comme le disait François. Une fois qu'on a validé, en gros, que l'appli fonctionnait bien, on n'a pas fini le boulot quand on fait du mobile. C'est là que commence vraiment, c'est de s'assurer que ça fonctionne, que c'est utilisable sur un mobile, que ça répond rapidement, parce que même si ça fonctionne rapidement sur Chrome, sur un poste de développement avec un Core i7 et 8 Go de RAM, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner rapidement sur un iPhone ou un Android. Donc je dirais la vraie problématique sur l'appli mobile, elle est plutôt sur ces tests-là. Tester unitairement, ça se fait, ça permet de valider assez rapidement, mais ça ne veut pas dire que l'appli va être utilisable. Puis il y a des choses qui sont testées unitairement, le fonctionnement offline, ça se fait pas. Enfin, on ne peut pas. Donc il y a quand même un certain nombre de problématiques qui ne sont pas testables direct. Enfin, aujourd'hui, on teste unitaire. Après, concrètement, l'intégration globale des outils
entre autres avec, comme disait Cédric, avec Grunt, se fait très facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci. Mais effectivement, on se retrouve quand même sur tester, enfin l'application mobile à proprement dite, c'est aussi tous les tests qui sont sur toutes les plateformes, etc. Et en termes de temps de développement, enfin en termes de retour d'expérience sur le projet, on va dire que sur la partie dev, inclus les unit tests, on a une proportion de 30% côté serveur avec 70% du temps côté client. Donc c'est-à-dire que ça aussi, ça a un impact sur l'organisation et sur le nombre de ressources et comment j'évalue mes projets. Mais globalement, du coup, le côté serveur, il est quand même hyper léger. C'est-à-dire que ce que j'ai créé dans mes web services, c'est des services REST, pour peu qu'ils soient déjà existants dans des organisations déjà structurées. Nous, le retour d'expérience, donc nous, on est parti de entre guillemets, rien. C'est à peu près 30% côté serveur et 70% côté client. En termes de tests, effectivement, on se retrouve avec tous les objets JavaScript dont j'ai parlé qui sont testables, unit testables. Après, je veux dire, le seul vrai test aujourd'hui qu'il existe pour valider que mon interface elle marche sur tous mes devices dans tous les sens, etc., c'est de prendre une tablette Android, une tablette, un iPad, potentiellement Windows, des tablettes Windows, tester que ça fonctionne, le faire tourner, le mettre sur un autre téléphone. C'est-à-dire que tout ça aujourd'hui, aujourd'hui, quand on regarde le marché, c'est en train de progresser. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui est en train d'arriver là sur les années qui viennent. Aujourd'hui, concrètement, il faut le faire à la main, quoi. Il y a même des boîtes d'ailleurs qui, dont le business model est de tester vos applications web une fois que vous les avez construites. Ils ne font que ça. Donc, ouais. Oui, bonjour. Déjà, bravo. Belle présentation. Je suis content aussi de voir. Alors moi, je co-organise des meet-up Angular. Je fais une petite parenthèse. Great. Donc voilà, on pourra en parler après. La carte bleue. Alors, il n'y a pas besoin de carte bleue, non. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, j'ai une question, parce qu'en fait, c'est super beau, hein, c'est magique, on le sent bien. Par contre, c'est l'équipe projet, elle est composée de combien de développeurs, combien de temps pour réaliser cette application, pardon. Les designers aussi, parce qu'il y en a forcément, il y a de la gestion de projet, de la conception, tiens, on va à droite, mais finalement, on va aller plutôt à gauche. Ouais. Tout ça, ça représente quoi, finalement? Alors, déjà, l'équipe projet, vous pouvez vous lever, parce qu'ils sont dans la salle. Donc, il y a Nicolas qui est globalement partie conception et chef de projet. Et ensuite, oui, il en manque un. Il manque Takeshi. OK, et globalement, il y a Thomas, Bastien et Takeshi qui sont sur la partie développement et Cédric qui coordonne l'ensemble en termes d'architecture. Voilà. Donc on est sur ce volume-là. On a commencé effectivement la version que vous avez vue là, donc from scratch. En fait, on en a développé une première version pour un client sur des fonctionnalités très réduites. Donc on a effectivement commencé à développer. Vous pouvez vous rasseoir, hein, je ne vais pas vous faire de... Ils sont sportifs et jeunes, mais enfin... donc globalement, voilà, on est sur cette période de temps-là, sachant que l'application elle est opérationnelle pour test depuis fin avril à peu près. Donc globalement, janvier, février, mars, avril pour le développement, avec finalement très peu d'allers-retours. Mais ça, le très peu d'allers-retours, il est dû au fait qu'on a déjà fait une version avant. Donc sur la version d'avant, je dirais c'est là qu'on est parti sur du MongoDB. Donc quand on a refondu, on s'est dit MongoDB ça va pas être sympa pour tout, ça va être sympa pour plein de trucs. Donc ça c'est le premier truc. Une fois qu'on est donc en fait on a sur 2013 on a finalement au travers de la première version cadré les choses. C'est donc le cadrage dont je parlais, c'est-à-dire comment on développe, qu'est-ce qu'on utilise, les directives machin. Et puis ensuite on est parti. Là, pour le coup, de façon, à mon sens, efficace. Voilà. Je n'ai pas montré tous les modules et composants. Il faut voir que là, derrière, dans Tribs, là aussi, on a rajouté de la complexité. Le propos, là, n'est pas de vendre Tribs, mais c'est de montrer la complexité du truc. C'est que, par exemple, tous les modules en bas, là, se chargent automatiquement. C'est-à-dire qu'en fonction de la configuration, c'est-à-dire que
Si l'administrateur du Mobi social dit pour cette communauté, je rajoute un composant, évidemment, je n'ai pas besoin de recharger mon application. L'application elle-même va chercher les composants côté serveur, charge ce qu'il faut, reconfigure l'application automatiquement. Ça, c'est des mécanismes qui n'existent, on va dire, nulle part à proprement dit, et qu'on a dû construire. Donc, si on avait dû juste construire l'application en tant que telle, sans la partie framework dont j'ai parlé à la fin, clairement, on aurait... Je me tourne vers Nicolas, mais je pense qu'en 2 fois moins de temps, c'était faisable, sans se poser des questions de conception, parce que nous, on l'a conçu comme étant à la fois un framework, à la fois quelque chose de configurable, à la fois quelque chose d'extensible. Donc, en rajoutant ça, on rajoute des questions auxquelles une application standard mobile, même avec du offline, n'aurait pas eu à répondre. Mais concrètement, voilà, on est sur ces ordres de grandeur-là, avec encore un coup, et j'insiste là-dessus, tous ceux qui font du mobile, je pense, le savent, la partie coûteuse, c'est la mise au point à la fin. Je pense que ça va s'atténuer dans le temps, parce que les librairies vont de plus en plus nous aider, les librairies graphiques, enfin, Ionix est un exemple, à vraiment à réduire cette courbe de test, et les outils aussi sont en train de se mettre en place. Mais voilà. Oui, bonjour. Je suis responsable d'une équipe d'ingénierie de développement et on intègre Angular en tant que nouvelle couche IHM. Et on se pose pas mal de questions justement sur les librairies graphiques. Donc là, vous parlez d'Ionic, qui est plutôt orienté mobile. Ouais. Hein. Est-ce que c'est une librairie qui est valable également pour de l'application web plus classique, transactionnelle? Je vais faire l'échange de micro. Je vais donner le micro à Nicolas, qui l'a manipulé. Vas-y, parle dedans, mais proche du micro. Je sais pas, je vais parler fort. Donc on a utilisé Ionic parce qu'on faisait vraiment du mobile first, ça c'est une évidence. Après c'est vrai que c'est quand même très orienté iOS 7. Après pour ce qui est tablette, browser, ça marche très bien, c'est joli, mais c'est pas forcément le mieux adapté. Donc on a quand même pas mal fait de retouches graphiques dessus. On a surenchéri les composants déjà initiaux, mais on a on va dire 60-70% du corps de Ionic qui a été utilisé pour la version browser qui est acceptable, on va dire. D'accord, et donc pour l'aspect plus web navigateur, vous feriez un choix différent d'Ionic ou disons que l'objectif étant de factoriser, on va dire, le même code source, que ce soit sur mobile, tablette, browser, du coup, on va dire qu'il vaut mieux partir sur une souche assez commune. Après, si on devait vraiment utiliser un composant graphique pour faire du browser uniquement, c'est vrai que tout ce qui est Bootstrap, tout ça, ça marche très très bien et c'est relativement équivalent en termes de visuel. C'est dans le même esprit du temps, on va dire. Une dernière question par rapport là, à la problématique de test, d'exécution sur différents devices. On n'est pas à l'abri de plantage, des choses comme ça. Est-ce que vous avez géré cette problématique, rapport d'erreur ou trace d'erreur? Parce que dans les anciennes architectures, enfin ce qu'on a maintenant et avant, on avait un serveur qui calculait tout, donc était capable de remonter, d'indiquer des problèmes de calcul, etc. Là, tout se passe sur le device, avec Angular, avec cette logique. Pour avoir cette visibilité de ce qui se passe sur le device, est-ce que vous avez fait quelque chose? C'est clairement pas évident, il n'existe pas réellement de rapport d'erreur mobile. C'est vrai qu'on a pas mal de logs sur le serveur, mais après tout ce qui concerne le device, on n'a pas grand-chose. Donc aujourd'hui, actuellement, c'est encore compliqué à tester justement à ce niveau-là. Okay. C'est Merci. compliqué à tester et en plus, même plus là, enfin, à tester. Donc ça, c'est la partie. Et après, quand vous l'intégrez dans votre RSI, c'est bien beau de le tester en dev, mais en opérationnel pour remonter les informations, un petit peu plus touchy. Ouais. C'est bien ce qu'on se dit aussi. Ouais. Ah, attends.
Deux questions. Donc, dans la matrice de choix, tu as parlé donc, du choix Angular versus Ember, etc. Donc, au-delà de l'effet Power by Google et puis du Google Trend, est-ce que Angular se détache sur des aspects techniques bien particuliers? Alors, je savais que la question allait venir. Non, on n'a pas de réponse à proprement dit dans le détail. Donc ça va être des réponses de principe que Cédric. Alors du coup, je vais reprendre. Peut-être la deuxième question, comme ça on va essayer de répondre. Okay. La deuxième question, c'est sur le web design. T'en as un petit peu parlé. Et il y a des éléments de réponse dans ce que tu as dit. Donc voilà, moi la question que je me pose, c'est si je lâche un cabinet, une web agency sur le design de l'application, qu'est-ce que je lui demande en fait, si je la lâche sur du HTML, JavaScript, CSS et que je reprends la copie et que derrière je veux mettre de l'Angular, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être la catastrophe? Ou est-ce que d'entrée de jeu je lui dis prends mes composants type Bootstrap et voilà, mais du coup est-ce que ça se trouve facilement finalement ces compétences-là? Voilà. À mon avis, les compétences, elles sont pas nombreuses et c'est tous ces gens qu'on appelle des front développeurs qui... Et on commence à voir les... D'abord, je pense qu'il faut avoir... D'abord, c'est toute une question de compétences, ça c'est le premier élément. À mon sens, c'est ces gens qui se taguent, un peu péjoratif, mais qui sont des front développeurs, qui vont avoir autant la capacité d'avoir une perception du côté graphique, mais aussi de l'intégration côté client. Enfin, de l'intégration technique côté client. Clairement, à mon sens, les web agencies telles qu'elles travaillent aujourd'hui, donc en gros qui vont jusqu'au PSD, donc je fais le truc qui fait papa, maman, etc. Après, c'est du dev. Et je pense, alors là, c'est pas d'expérience, que c'est pas le, là on n'a pas de web designer sur cette appli. Enfin, si on en avait un. C'est Nico qui a beaucoup designé le truc avec toute l'équipe, du brainstorming, etc. Donc, parce qu'on est sur une application assez métier. Il n'y a pas beaucoup de graphisme à proprement dit. On a aussi beaucoup récupéré ce que faisait Ionic. Voilà, donc on est sur quelque chose de simple. Il n'empêche que je pense que dans la partie web design, la complexité, elle n'est pas tant sur la techno en tant que telle. Elle est que je vais commencer à avoir des... Le web designer, il est bon quand on fait un site avec du beau contenu, de la belle peinture, etc. Par contre, quand il commence à y avoir de l'animation, où on se dit, ah bah tiens, mais là, il faudrait que j'affiche le serveur, le client, etc. Clairement, le web designer, lui, il va pas se poser la question de savoir si je dois faire deux vues, enfin deux fichiers HTML différents, ou est-ce que je dois faire une route qui, elle, va me recharger un bout de ma vue. Donc, globalement, je pense que dans l'intégration, intuitivement, je me dis, il faut s'arrêter au PSD. J'ai fait la peinture, j'ai fait le truc, j'ai les comportements. Et ensuite, avoir des gens qui implémentent. Et prendre les PSD comme une spec, finalement, comme on prendrait une spec sur les développements back, comme étant une spec, et ensuite l'implémenter. Après, effectivement, l'avantage, c'est que tu as de l'HTML, quoi. Mais tu vois, tu juste un repeat. Juste le repeat. Là, je code ça en 3 lignes. Le web développeur, en plus, s'il est moyen, il ne va surtout pas mettre ça dans un ELI, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de contraintes. Et à mon avis, cette compétence de front dev, qui a justement cette double compétence de je comprends le web design, l'interaction, tout ce qui est user experience, etc. Mais je comprends aussi les contraintes de l'HTML5 et aussi je comprends toutes les problématiques Angular MVC de côté client. Ça, c'est front développeur. Ça, c'est les ressources clés qui ont de l'avenir. Et la deuxième question, c'était... La première, c'était... Je ne me rappelle plus de la question. Point technique, le choix. Ah oui, le choix, tu es en milieu de la backbone. Bon, là, je vais laisser Cédric. Bah, en fait, Angular, le choix, il est... Enfin, nous, on l'a fait parce que, bah, comme l'a souligné François, il y a un certain nombre de fonctionnalités natives qui sont très intéressantes. Le two-way bindings, ça élimine énormément de code, et quand on a codé du code avec du jQuery, on a la banane quand on a pu à faire des modifications de code pour aller juste cocher ou décocher
une checkbox ou ce genre de choses qui prennent facilement 4 à 5 lignes en jQuery. Tout ça, c'est fait automatiquement, on n'a plus besoin de le coder. Donc c'est quand même assez agréable. Il y a l'injection de dépendance aussi qui permet de s'abstraire de toute la glu inutile. Donc le choix, il est là. Enfin, on l'a fait en partie grâce sur ces points-là, mais aussi parce que derrière, on a un vrai MVC, on a une extensibilité. Il y a un certain nombre de concepts comme la modularisation, qui est quand même pas mal aussi, même si c'est pas quelque chose qui est mis particulièrement en avance par Angular, par les concepteurs d'Angular. Ça permet, quand on commence à faire des grosses applis, de bien structurer le code. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui font que, par rapport à d'autres frameworks, on a choisi celui-là. Mais globalement, enfin, c'est vraiment, l'ensemble. Il n'y a pas que. C'est pas parce qu'on fait moins de code avec Angular qu'on a choisi Angular. Enfin, il y a aussi le fait que on a quelque chose qui aide à structurer. Mais ça n'empêche pas qu'il faut se poser des questions, qu'il faut se dire, par exemple, Angular, sur la notion de module, c'est un simple container. Donc après, il faut choisir si on utilise un module pour regrouper, je sais pas, tous les services, ou si on fait des modules plutôt typés fonctionnels. Et ça, c'est des questions qu'il faudra résoudre, mais par nous-mêmes, Angular n'apporte pas de réponse. Mais ça permet quand même de structurer le code. Oui, bonjour. En fait, dans le monde Java, il y a la Javadoc. Et est-ce que dans le monde AngularJS, il y a justement quelque chose qui permet de sortir de la documentation? Bonne question. Parce que moi, j'ai pas vu d'outil qui permettait justement de générer de la documentation. Nous non plus, mais c'est qu'on n'en ait pas cherché à proprement dit. Donc Ouais, mais ça pond quoi serait comme presque documentation AngularDoc, en fait. quoi. Parce que GSDoc, ça fait sur le JavaScript. Ouais. Il n'y a pas que le Java. Enfin, c'est la documentation. Enfin, comme. Je sais pas. La question, peut-être une réponse d'ailleurs. T'as peut-être. Ouais, ça s'appelle readme.md. Ben voilà. Non, moi aussi, en fait, je me pose la question et c'est vrai que j'ai pas trouvé. Enfin, documentation. En fait, le principe, je pense. C'est comme tout est maintenant exposé côté client, c'est vrai qu'on se repose des questions qu'il y avait plus maintenant, et c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc voilà, la problématique de la doc, parce que tiens, maintenant il y a des contrôleurs dans une vue côté client, mais comment je vais la générer? Donc bon, voilà. Mais ça va venir tout ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Si, readme.md, très bien. Oui, la bonne documentation du JavaScript en tant que tel, mais en préparant la presse, j'ai failli mettre. Alors je trouvais ça un peu négatif, mais une image de tremblement de terre, parce qu'on est quand même sur des plaques mouvantes, quoi. Alors après, le tremblement de terre, il est plus ou moins important en fonction des gens, mais voilà, quand je disais, alors c'est péjoratif en disant 15 ans en arrière, c'est pas vrai, parce qu'on a fait, à mon sens, un vrai pas en avant. On a fait un vrai pas en avant aussi par rapport aux évolutions. Alors là, je vais être un petit peu stratosphérique, mais toutes ces architectures valent le coup aussi dans un monde cloud, quoi. Parce qu'on voit bien qu'on peut avoir sur le cloud les services et puis des applications mobiles hyper riches, quoi. Voilà, donc non, on est vraiment en avance. On avance sur la partie architecture, sur les services qu'on peut rendre, etc. La mobilité n'existait pas il y a 15 ans, donc c'est des questions qu'on ne se posait pas et auxquelles on n'avait pas besoin de répondre. Par contre, sur concrètement le processus de développement, voilà, il y a du travail. Et nous, c'est ce qu'on a découvert avec Tribs. Toute cette structuration, cette façon d'utiliser Angular, les outils, etc. Une dernière question avant un outil. J'ai pas du tout, enfin j'ai pas regardé en détail du tout, mais j'ai vu passer Docular, donc qui est peut-être ce que je cherchais. Peut-être à regarder, ouais. Qui génère de la documentation pour Angular. Docular.
Enfin, je ferai aucun commentaire sur le nom, mais... Ok, merci à tous. Et je crois qu'il y a un café avec d'autres croissants qui nous attendent à côté. Et elle est où, Emmanuel? À côté? D'accord, voilà, juste à côté. Merci beaucoup.